Professeure Nathalie Chabert-Buffet, je suis endocrinologue et je travaille à la maternité de l'hôpital Tenon qui fait partie des hôpitaux de la PHP associés à Sorbonne Université. Donc aujourd'hui on parle des traitements hormonaux de la ménopause. Donc on ne peut pas aborder ce sujet sans avoir bien en tête ce qu'est la ménopause et quel est son retentissement et quelles sont les problématiques qui peuvent être associées à l'instauration d'un traitement hormonal. Donc la ménopause, c'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires et donc ça se traduit par une carence hormonale et en particulier en œstrogènes qui va avoir des conséquences à court terme qui vont avoir un impact sur la qualité de vie des femmes. Donc elles vont être gênées par les troubles du climatère, notamment des bouffées de chaleur, éventuellement des troubles du sommeil et un syndrome dépressif. Un peu plus tard, elles vont être gênées par une atrophie vaginale et des troubles donc, sexuels. Et sur le long terme, des conséquences qui ont un impact en santé publique et qui vont concerner principalement des accidents vasculaires, cérébraux, cardiologiques et des problèmes liés à l'ostéoporose et les fractures. Le traitement hormonal de la ménopause permet de gérer l'essentiel de ces problèmes. Et on doit mettre en balance, pour établir une balance entre les bénéfices et les risques, les effets secondaires potentiels de ce traitement hormonal, qui sont éventuellement le cancer du sein, une exacerbation du risque cardiovasculaire, la survenue de thromboses veineuses, voire d'embolies pulmonaires, et enfin, potentiellement des cancers de l'endomètre. Donc, on va essayer de voir comment on peut adapter au mieux les traitements hormonaux pour que la balance bénéfice-risque soit optimisée. J'aime bien ces données qui sont un petit peu anciennes mais qui permettent de bien refixer les esprits et qui montrent quel est l'impact en termes de morbidité et de mortalité des pathologies les plus fréquentes après la ménopause. Donc vous voyez que très loin devant viennent les affections coronariennes et donc les accidents artériels qui sont responsables d'une lourde morbidité et d'une lourde mortalité. Ensuite surviennent les pathologies liées à l'ostéoporose qui génèrent surtout une morbidité. Derrière vient le cancer du sein, même si c'est une morbidité moins fréquente, elle est difficilement tolérée sur le plan psychologique. Et enfin, le cancer de l'endomètre. Pour la prise en charge d'une femme ménopausée, donc on a un certain nombre d'outils. Certains sont applicables à toutes les femmes, d'autres sont réservés à certaines femmes. Et donc parmi ces outils, on a tout ce qui concerne l'hygiène de vie qui doit être soigneusement expliqué à toute femme ménopausée. On aura ensuite la gestion des facteurs de risque éventuels et principalement les facteurs de risque cardiovasculaires et osseux. On pourra être amené à recourir à des traitements spécifiques de certains de ces facteurs de risque. Chez les femmes qui n'ont pas de contre-indication, on pourra proposer un traitement hormonal substitutif qui sera en général à base d'estrogènes et de progestatifs, on va revenir là-dessus, et qui permettra de prendre en charge les signes du climatère, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil qu'on observe en début de ménopause. Je reviendrai plus rapidement ensuite sur 3 classes de traitements qui sont moins utilisées pendant la ménopause mais qui sont disponibles en France. Et donc ce que vous allez voir, c'est qu'en France, on dispose d'un très large panel de molécules qu'on peut proposer à nos patientes. Le traitement hormonal de la ménopause conventionnel, tel qu'on le décrit, consiste à administrer à une femme ménopausée de l'estradiol qui permet de compenser les signes de carence estrogénique comme les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil par exemple, et on l'associe, sauf chez les femmes qui n'ont pas d'utérus, à un progestatif parce que les estrogènes, quand ils sont administrés seuls, induisent un surrisque de cancer de l'endomètre à long terme. On distingue différentes classes de progestatifs. Donc sur la colonne de gauche, vous voyez les progestatifs qui sont de la progestérone naturelle ou son équivalent, la dihydrogestérone. Sur la colonne du milieu et de droite, vous voyez des progestatifs de synthèse qui peuvent être utilisés en association. La colonne du milieu comporte des dérivés qui sont des structures proches de la progestérone, on parle de dérivés pregnanes et norpregnanes. Et la colonne de droite comporte des dérivés qui sont plus proches de la testostérone, qui s'appellent les dérivés nortestostérone. Donc en ce qui concerne les estrogènes qu'on utilise donc chez les femmes ménopausées, je parle là des femmes qui sont ménopausées de façon physiologique, qui ont donc plus de 50 ans en général. On administre uniquement de l'estradiol et on ne recourt pas à cet âge-là à un estrogène de synthèse qui est l'éthinylestradiol. On peut utiliser en France différentes voies d'administration, la voie orale
Et puis des voies non orales qui sont soit la voie transdermique sous forme de patch, soit la voie percutanée sous forme de gel. Et enfin, il existe des traitements qu'on administre par voie vaginale qui sont très faiblement dosés et qui servent à gérer uniquement les problèmes de sécheresse vaginale localement. Le choix entre ces différentes voies se fait bien évidemment en fonction des préférences des femmes, mais en les informant bien que la voie orale, donc les comprimés, induisent une augmentation du risque de phlébite et d'embolie pulmonaire, alors que la voie transdermique et la voie percutanée n'induisent aucune augmentation de ce risque. Donc si cette femme a un utérus, on va associer systématiquement un progestatif à cet œstrogène qu'on lui a proposé, et donc elle prendra ce traitement progestatif de manière systématique. Donc les progestatifs dont on dispose sont essentiellement sous forme orale. On en a un très grand nombre à disposition en France, je ne vais pas redétailler. Et les balances entre les bénéfices et les risques sont spécifiques en fonction de la classe de progestatif. Et il existe quelques formes transdermiques de progestatifs qui sont associées à ce moment-là à de l'estradiol dans un patch. Donc, comment choisir un traitement hormonal? Donc, quelle molécule, quelle voie d'administration? Donc, pour l'estrogène, l'estradiol, donc j'ai dit de préférence une voie non orale si ça convient à la femme, pour limiter le risque de thrombose. Ensuite, on dispose d'un grand nombre de données épidémiologiques et de quelques données randomisées qui permettent de définir une balance bénéfice-risque associée aux associations entre l'estradiol et les différents progestatifs. Donc, ces notions-là seront reprises dans d'autres chapitres du MOOC, mais pour être très synthétique, donc, les traitements hormonaux substitutifs augmentent le risque de cancer du sein quand on administre un progestatif de synthèse, donc la colonne du milieu et la colonne de droite, alors que les traitements hormonaux qui comportent de la progestérone naturelle ou de la dihydrogestérone n'augmentent pas ce risque de cancer du sein. Pour le cancer de l'endomètre, la situation est quasiment à l'inverse, et donc on sait que les progestatifs de synthèse contrôlent très bien le risque de cancer de l'endomètre lié aux œstrogènes, alors que la progestérone contrôle moins bien ce risque et que la dihydrogestérone est dans une position intermédiaire. Enfin, en ce qui concerne le risque vasculaire, je ne vais pas le détailler ici, mais tous les progestatifs n'ont pas le même profil en termes de risque thrombotique lié aux œstrogènes s'ils sont administrés par voie orale, et ils n'ont pas tous le même profil en termes de risque artériel, même si ce dernier point est moins bien connu. Une fois qu'on a choisi les molécules, on peut discuter avec la patiente de la manière dont elle prendra son traitement, et ça dépendra essentiellement de son désir d'avoir des règles ou pas. Et donc, alors premièrement, je rappelle qu'une femme qui n'a plus d'utérus doit en principe recevoir uniquement des œstrogènes en première intention. Si cette femme a toujours un utérus, donc il faut lui proposer des progestatifs, et on pourra administrer le traitement de manière continue pour pour ne pas induire de saignement, ou de manière discontinue si la femme souhaite avoir des saignements réguliers qui lui rappellent ses règles. Donc en dehors de ce traitement hormonal conventionnel, d'autres thérapeutiques sont disponibles. Les thérapeutiques hormonales sont disponibles pour la prise en charge des femmes ménopausées. Donc, premier concept, les modulateurs sélectifs du récepteur de l'estradiol. Donc, dans l'idée, avoir une molécule qui était capable d'être bénéfique en ce qui concerne les bouffées de chaleur, l'os, et de ne pas avoir d'effets indésirables, par exemple, ne pas induire de thrombose ou de problèmes vasculaires. Donc, en fait, le cahier des charges n'a pas été totalement obtenu avec ces molécules-là. Et donc, les SERM induisent des bouffées de chaleur et sont responsables d'une augmentation du risque de thrombose. Ils sont administrés uniquement par voie orale. Et en revanche, ils sont tout à fait bénéfiques au niveau osseux. Et donc, leur indication, en dehors du cancer du sein en France, c'est le traitement et la prise en charge préventive de l'ostéoporose. Un nouveau concept a émergé récemment qui consistait à associer un SERM et de l'estradiol. Il a été commercialisé relativement brièvement en raison de sa non-utilisation. Et donc il associait donc un SERM avec de l'estradiol, et il était proposé aux femmes qui avaient une mauvaise tolérance aux progestatifs et dont on voulait protéger l'endomètre. Une autre molécule qui est utilisée moins fréquemment, c'est la tibolone, donc qui est une molécule particulière parce qu'elle est métabolisée d'une manière différente en fonction des organes, et donc ses effets sont potentiellement différents théoriquement en fonction des organes. Donc, cette molécule donne 3 métabolites, un qui est plutôt androgénique,
l'autre plutôt estrogénique et androgénique. Et donc l'idée c'était qu'en fonction des organes, l'effet attendu soit plutôt l'un de ces trois ou deux des trois. Donc cette molécule a fait ses preuves en termes de succès pour traiter les bouffées de chaleur, mais nous ne disposons pas de données suffisantes pour bien évaluer sa balance bénéfice-risque par ailleurs. Les patientes, les femmes, font beaucoup appel à des estrogènes d'origine végétale qu'on appelle les phytoestrogènes, qui sont des molécules qui ne correspondent pas à des médicaments, donc elles n'ont pas bénéficié de la même évaluation que les médicaments qui sont très strictement évalués avant d'être commercialisés en France. Et donc les phytoestrogènes, comme on les appelle, sont des mélanges de molécules d'origine végétale. On a peu de données pour évaluer leurs bénéfices et les rares études contre placebo n'ont pas montré de supériorité. Et on a très peu d'études qui permettent de définir la balance bénéfice-risque. Enfin, une des questions posées régulièrement et qui a été explorée dans le passé, c'est le problème de la substitution androgénique. Les ovaires, pendant la vie génitale, fabriquent des estrogènes, mais aussi des androgènes, qui jouent un rôle important, notamment dans la vie sexuelle et la libido. Et donc, on peut proposer une substitution androgénique aux femmes. Donc actuellement, on n'a plus de testostérone disponible à des dosages prévus pour les femmes. On a disposé dans le passé d'un patch qui a été retiré du commerce et dont la seule indication était les femmes qui présentaient des troubles de la libido après une ménopause chirurgicale, c'est-à-dire après l'ablation des ovaires. Et donc, chez ces femmes ovariectomisées, sous traitement hormonal par des estrogènes et un progestatif et qui avaient toujours des troubles de la libido, on pouvait proposer ce patch qui a été retiré du commerce. D'autre part, il a été proposé de substituer par des androgènes d'origine surrénalienne, puisqu'on sait que leur niveau baisse au fil de la vie. Et donc la DHEA, qui a été développée par un grand monsieur de l'hormonologie, monsieur Beaulieu, est une molécule qui a montré son bénéfice uniquement dans une population de femmes qui avaient une insuffisance surrénalienne, donc des surrénales qui ne fonctionnent pas de base. Ce produit est disponible sur Internet. Et la balance entre les bénéfices et les risques de cette molécule a été très peu évaluée également. Donc les points essentiels dans la prise en charge d'une femme ménopausée, c'est donc premièrement une prise en charge globale de cette femme qui a dépassé la cinquantaine et à qui on va commencer par rappeler les points essentiels pour maintenir une bonne santé qui sont le contrôle du poids, le maintien des apports calciques, vérifier qu'une supplémentation en vitamine D n'est pas nécessaire et faire un point sur tous les facteurs qui pourraient précipiter la survenue de ces pathologies dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment cardiovasculaires, osseuses. Sur le court terme, donc, le traitement hormonal de la ménopause permet de prendre en charge les troubles à type de bouffées de chaleur, de troubles du sommeil et toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis éventuellement la prise en charge locale additionnelle d'une sécheresse vaginale. Et sur le long terme, on sait que ce traitement, lorsqu'il est pris dans les 10 premières années après la ménopause, a un effet bénéfique sur l'os et sur le risque cardiovasculaire. Ce traitement doit être débuté précocement au début de la ménopause, qui est la période où les femmes sont le plus gênées et où il a été démontré que le risque cardiovasculaire n'est pas significatif. Alors que chez une femme plus âgée, on sait qu'il y a une augmentation du risque cardiovasculaire avec ces traitements. Il faut avoir bien évidemment éliminé un cancer du sein évolutif avant de mettre en place ces traitements. Et ce traitement est prescrit en collaboration avec la femme qui s'engage à être suivie régulièrement et on met à jour la balance entre les bénéfices et les risques de ce traitement de façon annuelle.